Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec Julien Dupuis. Bonjour Stéphane. Salut Julien. Pour parler d'un des plus grands films de l'histoire de la vie de Julien Dupuis, je pense qu'on peut le dire comme ça. Hein. On peut le dire. Voilà. Waterworld. Je m'étais fait un t-shirt. Ah ouais, tu t'es fait un t-shirt carrément. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de t-shirt, tu t'es dit je vais m'en faire un. Quoi. Non, c'est vrai. Il n'y avait pas de t-shirt de Waterworld à l'époque. Mais je vais peut-être raconter, alors peut-être qu'il faut pas qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais... On fait ce que tu veux. Mais en fait, non, mais parce que je pense que c'est assez intéressant. En fait, je me suis dit, j'ai réfléchi à ça, je veux pas raconter my life et tout non plus, mais je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de raconter dans quelles circonstances je l'ai vu, en fait, moi, ce film. C'est-à-dire que je l'ai vu, j'étais fils au père à Boston cet été-là, et j'ai vécu, en fait, un été américain in situ. C'est-à-dire que c'est un truc qui n'existe plus du tout aujourd'hui, mais dans les années 90, t'avais l'été des blockbusters, t'avais tous les gros films, tous les studios déballaient leurs gros films en fait durant un été, et c'était édifiant, c'était hyper intéressant de voir à l'époque comment ça se passait, surtout que c'était, je suis désolé, hein, c'est la palissade, mais évidemment il n'y a pas de réseaux sociaux, pas de tout ça et tout, donc tu sentais en fait la vibe qui entourait les films autrement, d'autres façons. À plus forte raison que les films sortaient des fois 3-4 mois après quoi. En France totalement, exactement. Donc j'ai aussi vécu la sortie de Waterworld après en France quelques mois plus tard. Donc j'étais arrivé, j'ai passé 2 mois à peu près là-bas. Tu vois, par exemple, le carton total dont tout le monde te parlait. Je me rappelle, à chaque fois que je voyais quelqu'un, il me disait faut que tu ailles voir Batman Forever, c'est génial. Et il a réparé la fronde Batman le défi. Ouais. C'était génial. Alors moi, c'était bien parce que du coup, il y avait plein de soldes sur les goodies de Batman le défi. Mais bref, ceci est une autre histoire. Et puis, tu vois, donc il y avait ça. Le Sleeper, c'était très clairement cet été-là. Enfin, en tout cas, c'est comme ça moi que je l'ai vécu. C'était Species, la mutante en français. La catastrophe industrielle, c'était Judge Dredd. C'était pareil. C'était assez dingue de voir. T'avais la semaine de sortie dans le Sunday Newspaper, ces journaux énormes là où t'avais tous les horaires de films et toutes les pubs, t'avais que du Judge Dredd partout dans les médias, t'avais que du Judge Dredd, et la semaine suivante rien, que dalle, les salles vides et tout, c'était impressionnant quoi. Le truc de le succès hyper consensuel, tu vois. En plus c'est marrant, celui-là je l'avais vu dans un cinéma de la banlieue un peu chic de Boston, c'était Apollo 13, et tu vois, tu voyais que des cadras qui avaient fait garder leurs gamins, ça se sentait trop, tu vois, un peu fortuné, qui sortait avec madame, et tu sentais les vagues comme ça de patriotisme qui inondaient la salle, tu vois, au truc. Et bon bref, donc tout sortait comme ça. Ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, une petite parenthèse, mais comme on est dans cette théorie d'une journée en enfer, moi je l'avais perçu en tout cas comme ça, qui était un film très urbain et intello. Je l'avais vu à New York en plus, alors c'était génial de voir Une journée en enfer à New York. C'est clair, tu sors de là, à New York. C'était dingue, j'étais dedans quoi. Mais c'était marrant parce que du coup je l'avais aussi perçu comme un truc qui était pas du tout populaire là-bas, qui était vraiment presque un film indé. Enfin, t'avais ce truc-là en fait. Tu vois, Judge Dredd par exemple, t'avais plein de mecs à casquette et tout quoi, ou Species et tout, c'était pareil quoi, et des ados et tout quoi. Une journée en enfer, c'était pas comme ça. Alors je l'ai vu un peu plus tard aussi, il faut dire que un peu après sa sortie. Mais bref, et arrive Waterworld au cul de tout ça en fait, à la fin de précédé d'une putain de réputation. Voilà, qui arrive en août. Et alors justement, c'est ce qui était affolant en fait, c'est que c'est un film qui n'a eu qu'une promo indexée en fait sur ses présupposés tournages catastrophiques. C'est-à-dire que déjà il y a eu un truc qui était très bizarre en fait quand tu vois les promos, enfin en tout cas les promos à l'époque, c'est qu'il y a eu que Kevin Costner qui a fait la promo. Dans mon souvenir en tout cas, il y avait pas Kevin Reynolds du tout. Mais ça c'est normal. Bah oui, mais on va en reparler. Et il y avait pas du tout il y avait pas les acteurs et tout non plus, et que Kevin Costner, et qui faisait non pas la promotion de son film, mais qui était là pour faire le plaidoyer de son film, c'est-à-dire qui était là pour défendre son film vis-à-vis de tout ce qui avait été raconté. Il faut savoir que et ça c'est intéressant je trouve aussi de parler de Waterworld là-dedans, c'est que le film avait été déjà condamné par la presse spécialisée, hein, mais pas seulement, durant son tournage. C'est-à-dire que Kevin Costner, il avait tout à cette époque-là, c'était probablement, je pense, tu seras d'accord avec moi, la plus grosse star américaine de l'époque. C'est simple, en tout cas de
1990, c'est-à-dire la sortie de Danser avec les loups, jusqu'à 1994, le bid de Wyatt Earp, c'était la plus grosse star. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le film n'avait été monté que sur lui. C'est lui qui a donné l'impulsion, qui a fait du film ce qu'il est devenu, c'est-à-dire au niveau du budget, etc. Bah, c'est lui qui allait chercher donc déjà Kevin Reynolds, qui bien était sûr. son ami avec lequel ils ont tourné Fandango d'abord, et puis ensuite Robin des Bois sur lequel ça s'est très mal passé. Voilà, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tourné ensemble effectivement Fandango. Kevin Reynolds avait tourné aussi certaines séquences de Danse avec les loups que Kevin Costner ne se sentait pas tourner, en fait, qui demandait justement un trop grand savoir-faire. La séquence des bisons. La séquence des bisons en l'occurrence, qui sent. Enfin, moi je trouve que Kevin Reynolds, c'est un mec qui a une touche, quoi, qui a une patte. Et Kevin Reynolds, après Robin des Bois, qui a été une production aussi complètement cataclysmique. Moi, j'avais un copain en fait qui avait été figurant en fait sur le tournage, parce que ça avait été en grande partie tourné en France, et qui racontait que c'était juste aberrant. Enfin, il voyait circuler des je citerai pas son nom, je veux pas qu'il ait de problème, même s'il y a prescription aujourd'hui, mais il voyait circuler des mallettes d'argent liquide sur le plateau même, où les mecs ils arrosaient les gars d'EDF pour pouvoir couper et tronçonner les poteaux électriques, parce que tous décidaient au dernier moment et tout. Et le pauvre Kevin Reynolds qui était pris là-dedans, ça avait été un film qui, dans mes souvenirs, ça avait été précipité, la production avait été précipitée et tout, réécrit en cours de tournage. Il y avait deux projets concurrents, dont un produit par d'ailleurs John McTiernan, que devait réaliser McTiernan et qui finalement il a laissé à John Irving, beaucoup plus réaliste, etc. Effectivement. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que Waterworld, ça a été initié comme un scénario à petit budget, qui était destiné d'ailleurs à Roger Corman initialement, qui assumait totalement son côté. Nous, on fait un post-apo dans la lignée de tout ce genre qui avait été initié par Mad Max 2 en fait, et qui avait été un genre exploité et surexploité dans les années 80, et en se disant écoute, nous du coup on va aller ce qui est souvent le cas en fait dans les trucs de scénaristes, qui est pour nous distinguer de notre modèle, on va à l'inverse. Donc Mad Max 2 c'est désertique, nous on va sur l'eau. Et en plus qui va aller déjà avec un truc qui était une obsession écologiste en fait de l'époque, qui était la hausse en fait, comment dire, la hausse des températures et la fonte des calottes glaciaires, etc., qui était aussi une obsession, qui était déjà il y avait la couche d'ozone et les trucs comme ça. Mais alors peut-être pour recontextualiser un tout petit peu, faut peut-être préciser que en fait c'était un projet modeste. Oui, c'est ça, exactement. Alors, le truc, c'est que le grand gag, c'est qu'il a été proposé à Roger Corman. Oui, voilà, c'est ça. C'était destiné à Roger Corman. Voilà. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que en fait, Roger Corman a dit non, on peut pas faire ce film, ça coûterait trop cher, pour moi, je peux pas le faire, ça coûterait trop cher, ça coûterait 5 millions de dollars. Peter Rader. Voilà, Peter Rader. C'était son premier script, exactement. Voilà. Et Peter Rader, il l'avait vraiment pensé pour le coup, contrairement à tous les post-apo, à la Mad Max et tout ça, etc., justement, comme un film pour enfants. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment, et moi je trouve que ça s'en ressent encore un peu dans ce qui reste. Ouais, c'était moitié-moitié. Mais c'est vrai que c'était lui, il voulait effectivement un truc plus grand public et un truc pour les gamins, c'est vrai. Ouais. Et l'idée initiale donc de tourner sur l'eau, en fait, Corman a fait non, mais on peut pas le faire, on peut pas, c'est pas possible. Ça va revenir, on va beaucoup vous en parler au cours de ce podcast, c'est sûr. Moi j'en avais parlé avec lui, mais après, quand j'en avais parlé avec Corman, quand je l'ai interviewé, il m'a dit bon, on s'est jamais allé très loin en fait. Non, effectivement. J'ai lu le scénario. On m'a proposé un truc, j'ai dit non, je peux pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le scénario de Peter Rader avait quand même malgré tout très très bonne réputation en fait. Alors je crois pas qu'il a eu le temps de rejoindre ce qu'on appelle la blacklist, c'est-à-dire tous ces scénarios qui ne sont pas tournés et tout. Je sais même pas si ça existait déjà à l'époque. Je crois que ça a commencé, non. Mais enfin bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, il avait déjà une bonne réputation et tout. Et en fait, il est tombé entre les mains de Kevin Costner. Et c'est Kevin Costner qui l'a lu. Et je pense que Kevin Costner, en fait, le truc, c'est que dans le genre post-apo, t'as énormément de rapport avec le western. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, une des déclinaisons, c'est peut-être la déclinaison dans les genres voisins, on va dire, la plus évidente avec le western. C'est évident que tu retrouves tous les codes du western dans Mad Max 2. Enfin, c'est clairement ça. Et puis, même stylistiquement, même au niveau visuel, c'est-à-dire que c'est un genre qui, par essence, travaille sur les lignes claires visuellement, tu vois, et qui travaille sur des archétypes et qui peut aussi se permettre d'avoir une vision du monde extrêmement manichéenne, extrêmement simplifiée. Ça appelle ça en fait le post-apo. Sauf que l'avantage, je pense, pour un mec comme Kevin Costner, c'est que
t'as les avantages du western sans en avoir les inconvénients. C'est-à-dire qu'il travaillait aussi sur un genre qui était en vogue quand même dans les années 90, malgré tout, qui avait encore un petit peu son aura adapté au blockbuster, surtout à cette époque-là. Hein. Je veux dire, je viens de parler d'un été où t'avais Judge Dredd, t'avais Species, enfin, je veux dire, la SF était très présente cet été-là. On peut relier Batman Forever aussi à ça. Et, de très loin. Hein. De loin, mais bon, c'est quand même un truc, tu vois, où t'as une espèce de ville un peu dystopique et tout, bref. Et le truc, en fait, c'est que donc Costner s'intéresse au machin, il dit, moi, je veux le faire. Et à partir du moment où t'as une star comme Kevin Costner qui monte à bord, ça ne peut plus être un petit film. C'est impossible. Et donc, les studios s'emballent, c'est une prod indépendante au début, mais Universal se dit, bon, bah, nous, on vous achète aussi le film. Mais c'était, comment il s'appelle c'est Charles Gordon en fait. Hein, alors c'est Costner qui allait chercher Charles Gordon ouais, pour faire le truc. Et juste une précision. Alors effectivement c'est pas un petit film. Déjà d'entrée de jeu, il a été budgété à 100 millions. Oui. C'est important de le dire parce que en fait le budget va doubler quasiment en fait après à la fin du tournage, enfin à la fin de la post-prod et tout. Oui. Et sans arriver aux 200 patates de Titanic hein, qui lui-même avait été budgété d'abord à 120. Là on arrive à 175 millions, ce qui était monstrueux à l'époque, c'était énorme. Et Charles Gordon en fait c'est une pièce rapportée en fait hein, par Costner et c'est d'abord celui qui a servi de médiateur en fait entre Costner et Reynolds. Exactement. Pour qu'ils puissent c'est-à-dire retravailler ensemble en fait après les problématiques sur Robin des Bois quoi. Exactement, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que Kevin Costner a dit moi je veux Kevin Reynolds, donc ils sont allés voir Kevin Reynolds et Kevin Reynolds ils lui ont pas dit tout de suite que c'était pour Kevin Costner parce que ça se savait un petit peu. Kevin Reynolds lit le scénar, il dit ah ouais je vois ce que je peux faire là-dessus. Lui il était emmerdé sur le fait que ce soit un PG-13 mais il se dit mais moi je vois comment je peux faire et tout le truc mais je veux faire ci, je veux faire ça et tout et en fait on lui dit mais c'est avec Kevin Costner, il dit non. Je le fais pas, je refuse. Et ce qui était culotté de la part de Kevin Reynolds, parce qu'il sortait de Rapa Nui, lui, qui était un vrai projet cher à son cœur. Et produit par Costner, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, en tout cas, financé par Costner, Rapa Nui, il me semble. Mais en tout cas, qui était... c'est possible, Steph. Mais en tout cas, qui était un film aussi que lui, enfin, c'est comme ça qu'il le présente, qu'il avait fait pour se nettoyer de l'expérience très douloureuse de Robin des Bois. Donc, tourné en plus en décor naturel, il n'y avait pas vraiment de stars dans Rapa Nui, etc. C'est un film assez improbable, assez étonnant, mais je pense qu'on va en reparler aussi vis-à-vis de ce qui s'est passé ensuite sur Waterworld parce que ça a eu aussi son impact et donc il refuse en fait ça et ça a été un gros bide en fait Rapa Nui, il refuse en fait de faire ça et effectivement comme tu l'as dit Charles Gordon et je crois qu'il y avait un autre producteur qui était déjà dans le truc mais en fait ils vont faire les entremetteuses quoi, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte en fait que tous les deux se retrouvent sachant que Kevin Costner il va tout faire aussi pour récupérer Kevin Reynolds à l'époque, c'est vrai que c'était... moi, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le percevais à l'époque. C'était un peu le secret le mieux gardé d'Hollywood. C'est-à-dire que c'est un mec qui avait jamais vraiment été très clairement identifié là-bas comme un vrai bon réalisateur. Et c'est vrai que d'ailleurs, moi je trouve que Robin des Bois, Prince des voleurs, pour le coup, c'est un de ces films que j'aime le moins. Je trouve que c'est pas très intéressant au niveau de la mise en scène. Non, mais c'est pas seulement au niveau de la mise en scène. Le problème de Robin des Bois, c'est que tu sens déjà qu'il fallait faire un espèce de Joel Silver au milieu alors que c'est un mélange des genres qui fonctionne pas. Tu vois, le shérif de Nottingham qui est joué par Alan Rickman, il est un peu fantastique. Enfin, il fricote avec une sorcière, ça marche, ça fonctionne pas trop. Alors bon, après, je pense que c'est un des problèmes aussi de Waterworld. On va en parler du méchant, mais le truc c'est que parce que bon il faut peut-être jeter le pavé dans la mare aussi là-dessus, c'est-à-dire que toi tu aimes beaucoup Waterworld, moi beaucoup moins mais bon je le dis pas, c'est le secret le mieux gardé de ce podcast. En fait le problème si tu veux d'un truc comme Robin des Bois pour moi, et ça c'était vraiment pour ce que Waterworld n'a pas pour le coup, c'est que Robin des Bois il y avait cette notion de faire un film d'action hollywoodien de l'époque avec un sujet médiéval, et le problème c'est que d'un seul coup t'as des explosions partout tout le temps dans le film alors que globalement c'est pas ça que tu vois dans les Errol Flynn évidemment quoi. Donc oui, puis t'as un peu bon bref, c'est un truc de guingois, mais on parle pas trop de Robin des Bois ici, mais le truc c'est que ça avait cartonné tout, mais malgré tout pour moi c'est pas vraiment un film de Kevin Reynolds, et puis d'ailleurs je crois qu'il s'était déjà cassé en cours de prod ce qui va se reproduire à nouveau sur Otherworld, et le truc en fait, il va partir sur le montage lui, mais alors ce qui s'est passé, mais par contre il était donc réalisateur auparavant de deux films qui sont
moi que j'adore, quoi, qui s'appelle Fandango, une bringue d'enfer en français, et surtout la Bête de guerre, dont on pourrait consacrer un stéroïde d'ailleurs à la Bête de guerre, ce serait vraiment intéressant, quoi, qui est un film de guerre, donc comme son titre l'indique, du point de vue des Russes, et qui est c'est pas un huis clos, quoi, mais en tout cas il y a cette notion là en fait tout se passe autour d'un tank russe qui est perdu en territoire ennemi, quoi, basiquement c'est ça, quoi, et pendant la guerre d'Afghanistan, avec un travail sur les décors, et surtout Kevin Reynolds a un truc que pour moi je retrouve complètement d'ailleurs dans Waterworld, qui est une volonté rare à Hollywood de mise en scène très frontale, avec par exemple un travail beaucoup sur des focales très courtes, et une volonté de mettre la caméra au cœur de l'action, et c'est pas un hasard d'ailleurs à mon avis si il a eu un mentor à cette époque-là, jusqu'à Waterworld, ça s'est délité ensuite, qui était Steven Spielberg aussi, qui était un truc qu'on savait pas trop en fait à l'époque. C'est-à-dire que Steven Spielberg a produit Fandango, il avait fait déjà un cours auparavant, Kevin Reynolds, qu'il avait identifié tout de suite, et il a produit Fandango, mais il apparaît pas au générique. Alors j'ai jamais trop su pourquoi il n'apparaît pas au générique. C'est comme sur le fil Joannou là. Oui, c'est ça, c'est bizarre. Ça fait partie des trucs un peu étranges. C'est bizarre, quoi. Bon, Spielberg, c'est du parrainage de réalisateur, mais avec peut-être la crainte et peut-être surtout à cette époque-là, après Retour au futur et tout ça, la crainte en fait, si tu veux, qu'on pointe du doigt en fait, si tu veux, le Steven Spielberg plus que le réalisateur. Exactement, en question. Ouais. Et Spielberg d'ailleurs, Kevin Reynolds, il y a un truc, il y a une tradition notamment, c'est qu'il parle en fait de tous ses projets en cours de route avec Spielberg en amont en fait du tournage, et il va lui parler de Waterworld une fois qu'il a accepté de travailler, et Spielberg il dit ne le fais pas. Il lui dit surtout ne le tourne pas sur l'eau. Il ne le tourne pas sur l'eau, mais il lui dit ne le fais pas, ne le tourne pas. Ouais, mais même, tu vois, c'était. Et en fait, tout le monde en fait va lui dire, mais parce que c'est ça Waterworld, c'est l'émergence aussi des technologies numériques à cette époque-là, disons en production un peu plus importante, et il y a cette possibilité de tourner en bassin, de tourner avec beaucoup plus d'incrustes, etc. Et c'est Kevin Reynolds qui dit non, moi si je fais ce film-là, tout l'intérêt du film, c'est de le faire sur l'eau, de faire des décors sur l'eau, etc. Et tout le monde lui dit, mais tu ne peux pas faire ça. C'est une bêtise. Tu vas te bouffer ton chapeau, quoi. Et c'est ce qui va se passer. Mais c'est en même temps l'avantage du film, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment lui enlever cette qualité non plus au film. C'est-à-dire que voilà, il y a plein de problèmes dans le film d'ailleurs qui sont liés à ça, à mon avis. Là, je parle des problèmes artistiques, tu vois. Mais tu peux pas lui enlever que le film, il a cette patine-là et qu'il a été tourné sur place et que voilà. Enfin, c'est pour le coup, ça s'en ressent, quoi. Ouais, c'est assez impressionnant, quoi. Moi, je me rappelle encore une fois quand j'ai vu le film du coup à l'époque, il était précédé d'une telle réputation et tout, je m'attendais pas à voir un spectacle comme ça, quoi. Et j'ai vu un putain de spectacle, quoi. C'était impressionnant. J'avais jamais vu des séquences, des bastons sur l'eau, des scènes d'action sur l'eau. T'en as vu avant tu vois, dans les James Bond, dans les trucs et tout, mais comme ça, je n'avais jamais vu ça. Filmé comme ça, je n'avais jamais vu ça. Et c'est aussi un truc aussi où Kevin Reynolds, et en plus c'est marrant parce qu'il a bossé avec Dean Semler, donc chef opérateur notamment de Mad Max 2. Donc George Miller viendra sur le tournage de Waterworld et il lui dit mais c'est Mad Max 2. Et Dean Semler il dit bah oui, c'est pour ça que je t'ai fait venir et tout. Et Dean Semler et Kevin Reynolds, je pense qu'il y a aussi une rencontre là, c'est-à-dire qu'ils vont aussi pousser les trucs en faisant des machins où le studio dit non, il faut pas faire ça. Vous allez casser la caméra ou vous allez mettre votre star en danger. Et ils ont mis vraiment Kevin Costner en danger, mais on va qui était le chef-op de Danse avec les loups aussi. Aussi, exactement. Alors, on a fait quand même une très grosse intro contextuelle. C'est important. Oui, mais j'aimerais bien qu'on pitch le film parce que en fait, il y a peut-être des gens sur Terre qui n'ont pas vu Waterworld, ouais, en tout cas qui nous écoutent. Donc t'as dit c'est Mad Max 2 sur l'eau, mais bon, précisons un petit peu. En gros, c'est une. Je vais le préciser avec mon regard critique. Du coup, j'en profitais avec ça. En gros, c'est un paria. Le héros n'est pas un héros du tout au début. Il boit sa pisse. C'est un anti-héros. Oui, parce qu'en fait, c'est un monde. En fait, c'est comme dans Dune, c'est-à-dire que c'est un monde où il n'y a plus de terre. Il y a plus de toute la surface du globe a été intégralement recouverte par les eaux. Ça a été expliqué de façon hyper efficace avec un détournement du logo d'Universal, qui en fait, tu vois ce qui s'est passé pendant les centaines d'années qui se sont écoulées depuis notre
civilisation, à savoir que les calottes glaciaires ont fondu et ont recouvert la totalité du globe, ce qui ne peut pas arriver. Hein. Mais voilà, donc t'as un peu de licence poétique et on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Et donc t'as un personnage qui est un paria. Tu mets un peu de temps à comprendre pourquoi il est exactement un paria, mais c'est un paria qui vit en autarcie sur son bateau, et c'est donc l'humanité est réduite à quelques îlots en fait essaimés comme ça de survivants qui obéissent du coup à chaque fois et de façon totalement en autarcie en fait à des obsessions, à une idéologie. Ça, moi j'adore dans le film, je trouve que c'est très très bien travaillé. Et donc, tu as quelques baroudeurs comme ça qui naviguent d'îlot en îlot. Et donc, on suit un anti-héros qui est joué par Kevin Costner, qui a créé son propre îlot avec un bateau. C'est-à-dire qu'il fait un avec son bateau, il est uni avec son bateau. Il est très, très bien représenté, moi, je trouve, avec son bateau. C'est-à-dire que Kevin Costner, qui n'est pas pour moi un acteur forcément très, très physique, en tout cas qui ne se distingue pas forcément par ça, j'adore en fait la physicalité en fait, et la fluidité qu'il a avec son bateau, avec son catamaran, qui est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs le film a coûté très cher, mais c'est un objet de cinéma, le catamaran, et un objet de décor que j'adore, que je trouve super beau, et tu sens qu'il est en symbiose, voilà, totalement avec ça, et qui donc tente de naviguer d'îlot en îlot. Et il arrive sur un atoll en fait à un moment pour échanger. Faire du troc. Faire du troc. Tout est basé là-dessus. Et lui, il se trouve que ce paria, il a des choses vraiment intéressantes à échanger, et notamment, il a de la terre. Et tout le monde se dit, mais où est-ce qu'il a pu choper de la terre ? Il a peut-être chopé cette terre dans Dryland, parce que tout le monde obéit à un mythe comme ça, et il y a là, en l'occurrence, dans cet atoll, eux, ils sont extrêmement, on va dire, réactionnaires. C'est-à-dire que c'est un atoll qui est pétri de vieilles croyances, de vieux credos qui se réfugient en fait complètement là-dedans, qui sont aussi qui fonctionnent qui ont un mode un peu sectaire en fait là-dedans, et ils disent mais comment il a pu choper ça et tout, et ils se rendent compte que en fait ce mec-là tout de suite du coup il devient louche, et ils se rendent compte que c'est un mutant, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'années qui sont écoulées depuis notre civilisation que forcément l'humain il y a une race d'humains en fait comme ça qui a évolué, et lui il a évolué, il a des ouïes en fait derrière les oreilles qui lui permettent en fait de respirer sous l'eau, et il a aussi des pieds qui ont commencé à redévelopper un truc palmés, de palme en fait, ce qui est un truc de darwinisme de base quoi. Et du coup, en fait, comme ils sont extrêmement réacs, ils l'enferment, ils le condamnent, en fait. Ils ont peur, en fait, de quelle peut être la prochaine évolution. Et ils l'enferment sur l'atoll, et ils le dépouillent, quoi. Mais sur ces entrefaits, il y a une autre race, en fait, de personnages qui arrivent, qui sont une espèce de pirates. C'est pas des races, hein, c'est des tribus. Enfin, c'est des tribus, oui, pardon, oui, t'as raison. Et qui, eux, en fait, ne vivent que par Alors, moi, j'adore ce truc. En plus, je trouve que ça a pris une saveur tout à fait particulière aujourd'hui, qui n'obéissent en fait qu'à comme j'ai revu le film pour le podcast, mais il y a quelques mois, mais je crois que leur slogan c'est la croissance éternelle, un truc comme ça. J'adore cette idée. Et en fait, eux, ils estiment que par une espèce d'opération du Saint-Esprit, ils peuvent continuer à bousiller en fait toute leur richesse. C'est-à-dire que eux, contrairement aux autres, ils naviguent pas avec le vent, mais ils naviguent avec des moteurs thermiques. Ils fument des clopes tout le temps. Ils bouffent de la bouffe en boîte au lieu d'essayer de la pêcher, etc. Et on va comprendre ultérieurement que pourquoi ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils squattent aussi un vieil bateau, un pétrolier, quoi, un vieux tanker, quoi. C'est en fait le gag du truc, c'est d'Exxon Valdez. Ça peut être tout à fait. C'est le pétrolier qui s'est planté dans les années 80. Voilà, exactement. Et qui d'ailleurs, je reviens à cette projection que j'avais vue aux États-Unis, ça avait fait, mais alors réagir la salle, là, ce gag-là, les gens étaient fous quoi dans la salle. C'est intéressant de le se dire parce que c'était très contextuel à l'époque, alors qu'aujourd'hui c'est un peu oublié quoi. Il y a quand même eu 30 millions de catastrophes supplémentaires depuis. Exactement. Mais bon, c'est voilà. Et donc ils attaquent cet atoll-là, et au cours de l'atoll, le marineur, en fait, le personnage joué par Kevin Costner, parvient à s'échapper. J'ai un mal de chien, moi, à pitcher, c'est un enfer. En fait, il arrive à s'échapper, et
aussi. Il est aidé par le personnage de, comment elle s'appelle, Jane Tripplehorn, voilà. Et la gamine. C'est vrai que je les ai pas présentés. Voilà, coup, à quel point je suis nul. Arnaud, es-tu? Attends, ouais, Arnaud qui l'aurait pitché en 3 minutes au lieu de 25 comme toi. Putain, c'est l'enfer, je suis très nul pour ça. Bah, je prends le relais très rapidement. Du coup, en fait, cette gamine, en fait, qui est pas la gamine de Jane Tripplehorn, mais qui comment dire, c'est un peu son enfant. C'est Moïse, en gros. Voilà, c'est ça. Elle a sur son dos, en fait, elle aurait un tatouage qui est la carte de Dryland, en fait. C'est une petite fille qu'elle a récupérée quand elle était toute bébé, voilà, et elle a une carte, elle a un tatouage, et certains, Jane Tripplehorn vit avec plutôt un scientifique qui est en porte-à-faux avec le reste de la communauté sur l'atoll, et qui lui analyse en fait ce truc-là et se dit mais attends, mais c'est possible que ce soit une écriture ancienne, en l'occurrence plutôt asiatique, et que ce soit la carte vers cette terre mythique. Voilà. Pardon, Steph. Vas-y. Et donc en gros, à partir de là, il y a une espèce de course-poursuite qui fait que les smokers, parce que c'est le nom de cette tribu, en fait, leur court derrière parce qu'ils veulent eux aussi l'enfant, c'est-à-dire pour la carte, quoi. Ils y croient aussi. Et lui, Costner, qui est au milieu, qui s'appelle le marineur, je crois que c'est ça. Voilà, tu vois, en fait, il s'en fout complètement. Et puis en fait, d'un seul coup, il change finalement d'avis parce qu'il tombe amoureux de Jane Tripplehorn. Et il a fondé une famille. C'est pas si compliqué que ça non plus. Enfin, faut pas déconner. Ça reste un film assez simple à suivre. Et voilà, en fait, c'est une grosse course poursuite en fait sur l'eau. Voilà, pour finalement réussir à trouver Dryland, même si ça finalement c'est dans l'écriture de l'intrigue, c'est assez annexe en fait. Ils y arrivent presque de façon. C'est pas l'enjeu principal. Non, c'est pas l'enjeu. Le véritable enjeu en fait, c'est que ce marineur retrouve en fait son humanité, renoue avec son humanité et se crée en fait. Et arrête de boire son pipi. Et se crée un truc. Il boit son pipi comme les personnages. Non, mais je fais une blague là-dessus parce que c'est un truc de présentation en fait. Oui, comme les personnages de Dune boivent leur pipi. Enfin, je veux dire, c'est l'archétype en fait du truc et l'idée en fait justement. Mais je pense que c'est là où on a un désaccord tous les deux. Enfin, c'est un des points de désaccord. Je pense qu'on a tous les deux, c'est que moi, un des trucs que j'adore en fait là-dedans et que à qui pour le coup, je pense. Alors, on doit un peu à Kevin Reynolds, mais on doit aussi beaucoup à Kevin Costner. Ça, c'est un truc qu'il travaille depuis longtemps, qui est en fait la création d'un héros et en l'occurrence en plus d'un héros mythologique. Alors, ce qui sent, il faut le dire aussi, c'est que Waterworld est un tournage difficile, alors pas du tout aussi difficile que ce qui a été rapporté à l'époque, mais surtout il y a eu énormément de mensonges dans la presse, c'est-à-dire que beaucoup quoi. On a raconté qu'il y a eu des morts, tout ça c'était faux, mais c'est terrible parce qu'en fait c'est d'un seul coup tu te retrouves en fait avec un tournage qui est déjà très compliqué à faire. En l'occurrence apparemment ça c'est plus pour le côté ragot, Costner a foutu sa vie de famille en l'air à ce moment-là, il a trompé sa femme, il divorçait et tout, mais ça a pas joué dans ça a pas joué effectivement en sa faveur déjà dans les médias, mais surtout en fait par rapport aussi à ce que lui traversait. Voilà. Il était imbuvable apparemment, son tournage était très dur. Mais par contre après t'as des vrais mensonges complètement fallacieux, c'est-à-dire que les morts sur le tournage c'est quand même un truc assez grave à annoncer et en fait c'était pas vrai. Mais sauf que le mal est fait. Quand tu balances un truc comme ça, tu teintes le film quoi. Il y a un décor qui a coulé aussi, mais qui est un petit décor en fait, qui est un décor qu'on voit plus très tard dans le film, qui est une espèce d'arbre comme ça qui flotte, qui a coulé, c'est vrai, et ils ont réussi à le récupérer, mais il a coulé. Mais il y a eu une confusion et tout le monde a dit que c'était le décor de l'atoll, quoi. Enfin, beaucoup de gens, quoi, tu vois, à l'époque disaient que c'était le décor de l'atoll, qui est pour le coup un décor monumental, quoi, hyper impressionnant. Et ce qui est bon, voilà, mais enfin bon, on va pas. Je pense que c'est pas très intéressant en fait, Ce qui est intéressant, c'est facile, c'est très renseigné maintenant. Oui, donc en plus, c'est facile de savoir. Mais le vrai problème en fait de Waterworld, c'est que finalement, des tournages sur l'eau, en tout cas des tournages sur l'eau avec cette envergure-là, il y en a pas beaucoup. Donc tous les films sont des prototypes, mais là il y a des films qui sont un peu plus des prototypes que d'autres, quoi. Les films de Cameron, c'est un peu plus des prototypes que d'autres, par exemple. Et là c'était un vrai prototype et ils s'attendaient pas à ça. Et il y a une anecdote en fait intéressante que raconte, je crois que c'est Dean Semler qui a raconté ça dans American Cinematographer, mais qui est en fait qui est l'arrivée en fait du catamaran à l'intérieur en fait de l'atoll. Et il tourne la scène avec le catamaran, il la tourne avec plusieurs caméras. Et pour optimiser ses moyens, Kevin Reynolds avait tout storyboardé le film à la Spielberg, quoi, d'ailleurs, hein. Et ça se sent, je trouve. Et il avait aussi storyboardé en essayant de réfléchir à tourner aussi à plusieurs caméras, à essayer d'avoir des feintes pour tourner avec plusieurs caméras, sans renier pour autant la force de ses points de vue, pour justement optimiser ses moyens.
mais ça leur a joué des tours parce que du coup, en fait, les opérateurs caméra souvent arrivaient, en fait, comme tout est fluctuant en fait là-dedans, ils arrivaient là-dedans et donc ils ont commencé à tourner le catamaran qui arrivait en fait à l'intérieur de l'atoll. Il y a une caméra qui était dans le champ d'une autre caméra, ils ont dû retourner le truc, remettre le catamaran en place, refermer le machin et tout, et en fait, t'avais la journée de tournage qui était écoulée, ils ont pu faire 2 prises, quoi, grosso modo. Je grossis le trait, mais tout s'est passé comme ça, et c'était d'autant plus compliqué que, notamment dans l'assaut de l'atoll, il y a des cascades de dingue qui étaient hyper compliquées, qui demandaient, par exemple, il y a des jet skis en fait qui passent sous l'eau et qui ressortent en fait au-dessus de l'atoll. Moi, j'adore cette idée, et ça, c'était archi compliqué à tourner parce que ça demande de la machinerie, ça demande des plongeurs avec toute la sécurité, etc. Et ça ne peut tout est en physique. Tout est en physique, ça ne peut pas être un tournage à l'arrache parce que t'as une star, donc t'as un studio, donc tu peux pas prendre de risques comme ils prenaient par exemple des risques dans Mad Max 2 où vraiment on sait qu'ils mettaient vraiment la vie des cascadeurs en danger, ça se voit. Et bah là tu peux pas parce que t'as tous les syndicats qui sont derrière, etc. Et du coup tu te retrouves avec un machin qui devient monumental, avec une star qui en plus fait parfois des caprices, refuse de tourner certains trucs, etc. Et tout devient compliqué. Et en plus, Kevin Reynolds, qui lui voulait vraiment faire son film épique à sa façon. Il y a une autre anecdote, si tu me permets, Steph, là-dessus, qui est, je trouve, assez édifiante aussi sur les problématiques qui sont passées. C'est qu'il y a un plan, moi, que j'adore, c'est très vite, il va y avoir un ménage à 3 forcé entre donc le marineur sur son habitat, donc sur son catamaran, le personnage de John Tripplehorn et cette petite fille. Et il y a une scène où lui, il s'isole en fait en haut de son mât. Parce qu'il veut plus les voir, il en a plein le cul de ces 2 meufs, et en fait ça commence, c'était aussi l'époque où vraiment il y avait beaucoup de plans à hélicoptère, notamment dans les films d'action avec les stabilisateurs en fait d'hélico, et en fait c'est un plan filmé sur un coucher de soleil qui commence à un plan moyen en fait de Kevin Costner et qui recule en fait, et tu vois le bateau qui s'éloigne au fond sur le coucher de soleil. Moi j'adore ce plan, je trouve super beau, et un changement de valeur comme ça qui fait beaucoup Kevin Reynolds dans le film, et sauf que, et ça se voit pas, c'est marrant quand tu vois le plan, mais sauf que la mer était assez agitée en fait, et que quand t'es sur un catamaran au haut d'un mât qui fait je sais pas combien de mètres, tu vois, et que t'es harnaché et que t'as une mer agitée, t'es un balancier quoi là-haut, et du coup en fait ils ont vu Kevin Costner qui se baladait là-bas et qui se balançait tout comme un malade, lui il gerbait tout ce qu'il avait, Kevin Costner il s'est mis à gueuler sur tout le monde et tout en revenant, et puis ça a bloqué tout le tournage, ça, voilà, et donc c'est que des trucs comme ça en fait, alors, c'est très compliqué. Alors le truc c'est que moi je trouve que les problèmes de tournage ça se sent par moments en fait dans le film, notamment par exemple, et surtout à cette époque là où tu pouvais pas forcément tout rattraper en colorimétrie derrière et tout, t'as des plans dans la même scène en fait où il fait plein soleil et puis d'un seul coup il y a des nuages, il y a des machins, et ça c'est vraiment au début, c'est flagrant quoi. Donc t'as pas mal de trucs comme ça, même si encore une fois je veux dire, globalement, c'est peu de moments comme ça vraiment flagrants. Il y en a quelques-uns et ça choque un petit peu quand tu revois le film aujourd'hui parce que tu te dis, ah putain, mais ça aurait été corrigé aujourd'hui différemment. On voit plus ça, bah voilà, ouais. c'est sûr. À l'époque, c'était encore de l'étalonnage photochimique. Voilà. Et à la limite, autant garder ça quand même malgré tout comme ça, ne pas retoucher le film justement pour ses futures sorties, parce que c'est un film qui ressort quand même régulièrement. Faut le dire aussi, c'est un film qui est considéré comme un bide, mais qui a quand même fait de l'argent, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est un film qui marche très très bien en comment t'appelles ça, en vidéo, quoi. Et qui a un petit suivi culte, hein. C'est-à-dire que voilà, l'édition qu'a fait Arrow, que je vous conseille vraiment, c'est pas un hasard si elle existe, quoi. Voilà. Et alors après, bon, tu voulais parler de la construction du personnage. Moi, le problème que j'ai avec le film, on va dire, et c'est vraiment la porte d'entrée, c'est Kevin Costner. C'est-à-dire que j'aime bien Kevin Costner, je trouve que c'est plutôt un acteur de talent, mais il sait pas tout jouer. Et surtout, on arrive à un moment donné où il a 40 ans, on va dire, à peu près à cette époque-là, et il avait déjà une aura qu'il a essayé de casser avec ce film. C'est-à-dire qu'en gros, Kevin Costner, c'est quoi ? C'est JFK, c'est Danse avec les loups, c'est quelqu'un qui représentait, on va dire, l'Amérique bon teint démocrate, si tu veux, de valeurs morales. Et en fait, l'idée, c'est, je vais jouer Clint Eastwood ou Mad Max, tu vois, et je vais faire un personnage, en fait, beaucoup plus sombre, beaucoup plus machin. Et je trouve qu'en fait, le problème, c'est que
très régulièrement en fait il se prend les pieds en fait dans le fonctionnement de ce personnage là, dans l'écriture déjà du personnage, en tout cas dans la version courte, parce qu'il y a 2 versions, enfin 3 même versions en l'occurrence, mais le cut de Kevin Reynolds c'était un film de 3 heures à la base qu'ils ont ramené à 2h15. Il faudra que j'en parle un petit peu peut-être. Ouais, et le truc c'est que dans on a le temps, hein, je pense qu'on peut de toute façon on savait qu'on allait faire une émission assez longue sur ce film là, il y a plein de trucs à dire, c'est hyper intéressant. Voilà, et le problème que j'ai en fait c'est que c'est un perso qui c'est-à-dire que c'est pas tant le fait qu'il boive sa pisse en soi, je dis que je le fais une blague. C'est un truc que tu m'as toujours sorti, que t'as toujours bloqué, alors que moi j'ai vu ça, je me suis dit putain, le mec il commence son film avec ça. Et moi le problème c'est qu'il commence son film avec ça. Mais moi j'avais adoré, j'avais trouvé ça, déjà tu comprends tout de suite la nécessité de survie, ça c'est indéniable, c'est complètement à porte-à-faux. Moi, c'est ça aussi qui m'accroche par rapport à la présentation d'un héros de base. Moi, j'adore ça. Et surtout, moi, il y a un truc aussi, et je pense que c'est là aussi on a un point de dissension, c'est que, permets-moi de citer Thomas Bigdin, quoi, qui est le scénariste de Jacques Audiard et tout, mais qui dit un truc, moi, que j'adore, en fait, sur les constructions de personnages héroïques. Et Dieu sait qu'ils s'y connaissent, tu vois, avec Jacques Audiard, parce que c'est une question vraiment qu'ils ont travaillé au corps, qui est que la construction du héros est encore plus flagrante quand tu prends le parcours du personnage de très 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 loin. Et moi j'adore ça, c'est-à-dire que moi j'adore McClane, hein. Je le trouve super ce personnage-là, mais il arrive dans le Nakatomi, tu sais qu'il est déjà héroïque. Oui, mais il est en porte-à-faux par rapport au truc, etc. Et tout. Non, mais je te cite ça parce que je sais que c'est un de nos films. Mais là, en l'occurrence, mais... il vaut mieux se baser. Moi, si on devait citer un personnage sur lequel on devrait se baser, on va dire, sur Mad Max, ça serait Mad Max. Voilà, il mange de la pâtée pour chien, si tu veux, Mad Max. Ouais, mais sauf qu'il mange pas de la pâtée pour chien dès le premier plan. C'est-à-dire que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que mon problème n'est pas que en fait il boive sa pisse. Ça, je comprends parfaitement pourquoi ça a été fait. Je comprends pas. C'est l'entrée. C'est-à-dire que je pense que tu t'aliènes en fait une partie du spectateur, tu vois, d'entrée de jeu en fait. Mais moi j'aime bien cette radicalité. Admettons. Le truc c'est que cette radicalité justement, une fois que tu l'as posée, elle est pas vraiment tenue pour moi. C'est-à-dire qu'en fait en gros, alors moi je trouve pas. Tu vois justement, c'est-à-dire que le moment où il prend la gamine, il la jette pour aller la rechercher, pour aller machin, pour faire tous ces trucs là. En fait j'ai l'impression de voir des caprices d'enfants gâtés quand je vois ce personnage là. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression à un seul moment en fait que ce soit un vrai méchant, déjà parce que je pense que Costner ne véhicule pas cette image-là, et ça, mine de rien, en fait, Costner, il y a une différence entre acteur et star. C'est-à-dire star, tu t'arrives avec un bagage. Et ça, c'est une des erreurs, à mon sens, de Costner sur ce film-là. C'est-à-dire que quand tu sors, et quels que soient les bons ou les mauvais films en fait qu'il ait fait avant ça, tu vois, que ce soit JFK, Bodyguard, comment dire... un monde parfait où il avait déjà en fait cette notion de jouer un personnage comme ça. Le truc d'un monde parfait, c'est que le premier truc que tu le vois faire, c'est que tu le vois en train de tuer quelqu'un, et après en fait si tu veux, tu te dis ok, ce personnage est dangereux, sauf qu'en fait il va s'humaniser au fur et à mesure avec un enfant. Là l'idée c'est que tout ce qui fonctionne dans un monde parfait, alors certes c'est un drame, c'est pas un film d'action et ce que tu veux, etc., c'est pas flagrant en fait justement dans Waterworld. C'est à dire que moi la bascule dans la version courte, dans la version sale, en tout cas celle que tout le monde a vue en vrai, elle est pas évidente en fait. Le moment où il décide de tomber amoureux, enfin où il tombe amoureux de Jane Tripplehorn, et en fait où il accepte cette famille, c'est absolument pas évident. Je comprends pas. Il passe du moment où il est énervé par une gamine qui dessine sur son catamaran, tu vois, ok, à comment dire, ce côté vieux mec solitaire tout seul dans son truc, tu vois, voilà, par exemple il troque la gamine. Enfin, il troque Jane Tripplehorn avec un mec de passage, en fait. C'est ça, le point de bascule, ouais. Ouais, mais le point de bascule, il est... Tu vois, je veux dire, c'est juste le mec décide moralement d'empêcher le viol, tu vois, qu'il a favorisé 3 minutes avant. Et pour moi, c'est pas évident qu'il y ait un point de bascule. C'est le moment moi, je trouve ça complètement évident, mais le truc aussi, c'est que, par exemple, tu parlais de la radicalité du personnage. La radicalité du personnage, elle est tout le temps là. Je veux dire, il y a quand même des scènes de ouf, quoi. Il y a cette scène, effectivement, où il la jette à l'eau et il la récupère parce qu'elle le menace. Sinon, il la récupère pas, donc je vois pas ce que tu peux avoir de plus extrême. En fait, qu'est-ce qu'il en a branlé qu'elle le menace, en fait, tu vois ce que je veux dire, il peut l'acheter à l'eau aussi, tu vois. Non, il peut pas, en fait, à ce moment-là. Et il y a un autre truc aussi, c'est que c'est quand même un héros, on parle d'un blockbuster à 150 patates, c'est un héros qui tape la bonne femme à coups de rame, qui bouffe ses dernières réserves. Attends, Steph, je finis. Qui bouffe ses dernières réserves au nez à leur barbe avec un certain sadisme. Je veux dire,
le personnage, il est quand même planté. Moi, j'en vois pas beaucoup dans des blockbusters, des personnages qui sont plantés comme ça, quoi. J'arguerais que je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Tout ça, c'est dans le film. Mais pour moi, c'est exactement, ça ressemble au caprice de Kevin Costner. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que Costner s'est dit, je vais faire le film comme ça, dans un contexte problématique, parce qu'à cette époque-là, en tout cas, il faut resituer, c'était un des premiers vrais gros blockbusters PG-13, on va dire, si tu veux, assumés. C'est-à-dire, à l'époque, t'avais quand même encore des films d'action, tous ces gros films-là, etc., etc. C'était des films classés R. Hein. Tu citais, comment dire, Judge Dredd, même si bon, il a été complètement saboté au montage. Le film, c'était un film R. C'était R, putain, dis on n'aurait pas dit. Hein. C'est moins vénère qu'Waterworld. Mais c'est tout le problème. Ils se sont fait, comment dire, ils ont coupé le film, alors que malgré tout, en fait, le film est resté R, tu vois. Die Hard 3, hein, à la même époque. Enfin, Speed l'année d'avant. Enfin, tous ces films-là. Alors même si c'est pas les mêmes enjeux de budget, etc., c'était des films classés R. Et là, d'un seul coup, en fait, si tu veux, tu te retrouves avec un personnage qui est déjà, à mon sens, un peu en porte-à-faux par rapport à l'univers général du film. C'est-à-dire que les méchants, pour moi, c'est littéralement des méchants de dessins animés du samedi matin. Oui, c'est un truc c'est des personnages de cartoon, ouais, mais c'est assumé comme ça. Alors, c'est pas du cartoon. C'est-à-dire, c'est pas Chuck Jones, quoi. C'est des personnages, c'est Masque, quoi. C'est les méchants de Masque, pour moi. Pour moi, ils sont ridicules. C'est-à-dire, de bout en bout, ils sont pas méchants. Il y a aucun moment donné. Même la gamine, elle a pas peur de Dennis Hopper, si tu veux. C'est vraiment un truc. Ah non, mais ça, c'est pas pareil. Ça, tu parles d'une séquence très spécifique en plus. En fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que en fait, il y a un espèce de côté conte pour enfants. C'est-à-dire que le film, pour moi, il assume pas la moitié des comment t'appelles ça, des choses qu'il met en place. Et je pense que c'est dans sa fabrication que c'est problématique, hein, que le ton part dans tous les sens. C'est-à-dire que d'un côté, t'as Costner qui se dit, je veux être badass, je veux être machin, etc. Pourquoi pas? Tu vois, de l'autre t'as les méchants qui sont beaucoup moins vénères que lui en fait, si tu veux, et même si je trouve que c'est pas hyper flagrant en fait sa courbe de progression au personnage, tu vois, de Costner, tu vois, en fait tu les mets en face à face ces deux personnages là, et t'as quand même un truc où à la fin Costner, et là je spoil, hein, j'arrive au truc, c'est quand il arrive sur l'Exxon Valdez, il bute tout le monde, y compris des pauvres travailleurs dans le truc qui sont là, tu vois, en fait en les faisant tous cramer en fait avec un comment t'appelles ça, un flair là, tu vois, donc il fait sauter le pétrolier. Et c'est des trucs où tu te dis, mais c'est le héros, ça. Alors, encore une fois, j'ai pas de problème, encore une fois, avec ce genre de personnage-là, tu vois. Mais c'est pas le ton du film. C'est l'impression, justement, que j'ai, c'est que le film général, j'ai l'impression que Costner, il est complètement à côté du reste du film. C'est très compliqué, parce que c'est vrai qu'on parle tous les deux sur des trucs de détails et tout, mais par exemple, sur les personnages, moi j'ai dit tout à l'heure ce que j'aimais beaucoup, là, sur le truc de la croissance et tout. Alors déjà, je suis pas d'accord du tout là-dessus. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un côté, effectivement, cartoon, pour le coup, assez Chuck Jones, c'est un peu caricatural, mais hyper fun aussi là-dedans. Moi, par exemple, j'adore dans la scène de l'assaut de l'atoll, là, j'adore ce personnage là qui tire avec ses lunettes là et son truc et tout comme ça. Ce sont des choses hyper graphiques, et la façon dont il va aussi transformer le visage de Dennis Hopper en fait au cours du film et tout. Pour moi, c'est des trucs hyper graphiques qui ancrent en fait les personnages dans certains archétypes. C'est pareil avec son second là, avec ces espèces d'hard rocker là qui pour le coup sortent directement d'un post-apo presque italien là, t'as l'impression qu'il est inventé, mais moi j'adore ça. C'est pas tellement ça le problème. J'adore la scène quand ils arrivent justement dans l'atoll, qu'ils ont tout détruit et puis qui flinguent les mecs et tout, quoi. Je trouve ça radical et tout. Par exemple, j'adore le vieux qui est censé mesurer la hauteur du pétrole qui leur reste et qui est tout le temps enfermé en fait tout en bas. Ce sont des gags, comment dire, pour moi là le ton il est très très clairement planté. C'est-à-dire que ce que j'adore moi dans le ton de Waterworld, c'est que t'as un truc, c'est du cartoon un peu vénère, quoi, un peu méchant, quoi. C'est un peu tous ces trucs d'humour noir. Je citais le truc avec le vieux là qui est enfermé tout en bas et qui dit Dieu merci quand Kevin Costner il le tue tout. Moi j'adore ça. Il y a un côté un peu mal poli. Tu vois, tu citais Judge Dredd, c'est marrant parce que l'humour justement de Judge Dredd à l'époque, oui, mais c'est intéressant de les comparer quand même malgré tout, parce que c'est de l'humour cause pas en fait. C'est de l'humour qui est fade, qui est machin et tout. Je trouve que Waterworld n'est pas un film fade en fait. Moi c'est ça qui me plaît aussi. Le truc, juste pour faire une aparté, parce que je pense que les films sont pas si comparables que ça, mais en fait le truc avec Judge Dredd, c'est que il y a une énorme source aussi d'inspiration à la base de Judge Dredd. En fait, la matériel de Judge Dredd, c'est très corrosif, c'est très caustique, et c'est pas du tout dans le film. Ouais. Donc en fait, alors que elle l'est plus dans Waterworld. Voilà, mais sauf que dans Waterworld, c'est ce que je disais, la scène dont tu parles avec le vieux là, qui est en train de mesurer les trucs, en fait, c'est pour moi ça teinte
le fonctionnement du personnage, c'est-à-dire de Costner, c'est-à-dire que tu te dis, à lui, en fait, il est prêt à défoncer tout le monde. Il sait pas qu'il est là. Mais c'est pas ça, c'est que, enfin, si tu veux, en fait, on arrive à la fin du film, l'arc du personnage, il est quand même censé être réglé là, on va dire à ce moment-là, et en fait, il l'est pas réglé. C'est un mec qui continue à buter, elle a rien à foutre, tu vois. Donc le truc, si tu veux, c'est que bah oui, pour bien moi, sûr qu'il est pas réglé. en fait, pour moi, il y a des problématiques de ton, si tu veux, qui partent. En fait, on a la conversation qu'on a là, et là, j'invite les auditeurs à aller écouter ça, tu vois. C'est exactement la même conversation finalement qu'on a eu avec sur Elysium, en fait, dans le podcast sur Neil Blomkamp. C'est-à-dire qu'en gros. Pour moi, c'est des problématiques de porte d'entrée. Je vois l'univers foisonnant. Moi, Waterworld, c'est un film que j'aurais voulu adorer à l'époque. Tu vois, vraiment, hein, je l'attendais énormément, quoi. Et j'adorais ce que faisait, même si j'aimais pas trop Robin des Bois, j'adorais ce que faisait, Kevin Reynolds. Kevin Costner, mine de rien, c'était quand même quelqu'un à suivre à cette époque-là. Enfin, il était incontournable dans le paysage cinématographique hollywoodien, quoi. Beaucoup moins maintenant, évidemment. Donc voilà, c'était un film que je voulais vraiment adorer, quoi. Et c'est un film que je n'ai jamais aimé. Et même à la revoyure, en fait, j'ai jamais aimé le film parce que j'ai énormément de problématiques de ton, de porte d'entrée pour moi, en fait, voilà, dans cet univers-là. Et même s'il y a plein de qualités, par exemple, l'attaque de l'atoll, elle est incroyable, en fait, si tu veux, elle est vraiment hyper spectaculaire. Super bien réalisé, ouais, quoi. Le problème que j'ai avec cette scène... des plans de dingue, quoi. Le problème que j'ai avec cette scène, c'est qu'elle arrive au début du film, et en fait, il n'y a jamais une scène d'action qui arrive à soutenir ça derrière. Non, quoi. alors ça, c'est vrai, mais par contre, moi, je trouve qu'il y a des trucs de séquences d'action que j'adore. Moi, j'adore le crash, en fait, de l'avion de Dennis Hopper, en fait. J'adore comment il a filmé ça et tout, avec le truc, avec la caméra, en fait, qui est embarquée, en fait, avec Kevin Reynolds et tout. J'adore ça. Et puis, il y a un autre truc aussi dont je voulais parler aussi, que j'aime beaucoup dans le film, c'est la gestion aussi. Alors, c'est beaucoup plus visible dans le Lily Scott, donc, alors, Lily Scott, j'ai juste en parler vite fait. C'est un montage que Kevin Reynolds, il a fait très tardivement, au début des années 2000, pour les chaînes câblées américaines. Fin des années 90, 97. C'est ça, un petit peu après, non? Ou alors c'est arrivé après en France, peut-être. Ouais. Mais juste pour dire, c'est pas... Donc, il est disponible chez Arrow, mais vous attendez pas à avoir un super director's cut nickel et tout, parce qu'en fait, c'était... alors moi, je sais que je l'avais vu à l'époque, et ça avait été un crève-cœur, parce que moi, alors, c'est pas parfait, mais je préfère quand même ce montage-là. Et d'ailleurs, je trouve que le film, il passe comme une lettre à la poste, alors que ça dure près de 3 heures, je crois, dans ce montage-là, 2h40, un truc comme ça. Et ce qui montre quand même qu'il y a un vrai équilibre, quoi, qui était présent. Mais ça reste donc un montage de cette époque-là. C'est-à-dire que moi, quand je l'avais découvert, il y avait les coupures pub tous les quarts d'heure. C'était en 4/3. Alors le film n'est pas en 2/35, le film est en 1/85, mais c'était quand même du 4/3. Et moi, j'aime beaucoup comment le film est cadré. C'était très difficile de voir ça. Et il y a un autre truc, c'est que James Newton Howard, qui est pas le choix d'ailleurs de Kevin Reynolds, hein, et c'était... C'est Kevin Costner qui l'a ramené sur le film quand ils se sont fâchés en post-prod. Mais ça, c'est un autre problème. Mais moi, j'aime beaucoup cette musique. J'adore aussi cette zik. Mais la musique qui est super et qui est très très calée sur le truc, qui est pareil, presque une musique de cartoon, quoi, en fait, dans cette façon, notamment dans l'usage des cuivres, dans les scènes d'action, en fait, que ce soit sur la fin ou sur le truc et tout, elle est hyper timée, en fait, la zik, et là, elle est remontée, elle est pas bien remontée, quoi. Et ça te casse le trip aussi, très souvent. Apparemment, ça a quand même été beaucoup retouché, hein, pour les versions Arrow et tout ça, hein. Apparemment, ils ont du matériel actuel. Enfin, oui. Alors, par contre, effectivement, sur le Arrow, du coup, t'as le bon format, t'as plus les trucs de coupure pub, donc c'est vachement plus agréable. Mais t'as quand même les restes où tu sens que le mix, il est pas équivalent. Tu sens que, voilà, il y a des trucs de FX qui collent pas aussi là-dedans et tout. C'est une espèce de copie de travail, comme souvent, en fait, sur ces director's cut un peu tardifs. Ça reste quand même une copie de travail, donc tu le vois, entre guillemets, pour info. Et surtout pour voir quelles étaient aussi les intentions de Kevin Reynolds. Et il y a un truc qui est beaucoup musclé, c'est d'une part ces deux idéologies. Parce que moi, je pense que Kevin Reynolds, il avait ça dans ses 2 films précédents et un peu dans Rapa Nui. C'est profondément un auteur anarchiste, mais dans le sens le plus noble qui soit. Et Waterworld, c'est aussi un des trucs, moi, que j'avais vraiment aimé dans le film, parce que tu vois pas ça tout le temps dans les blockbusters américains. C'est aussi un film qui est porteur d'une idéologie anar, quoi.
qui va très très bien d'ailleurs avec le western et tout, qui met dos à dos en fait deux modes de fonctionnement sociétaux radicalement opposés, quoi. Et ça, c'est vachement appuyé en fait. C'est-à-dire que notamment, il y a beaucoup plus de scènes qui se situent sur l'atoll avant l'attaque des smokers et où tu vois le fonctionnement complètement fucked up en fait des gens de l'atoll qui se réunissent et tout, et complètement sectaire en fait, qui est pétri des espèces avec des gens qui sont pétés de trouille et qui sont du coup qui se réfugient dans des espèces de foi et de croyances complètement débiles et surtout liberticides. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Et donc ça d'une part, et d'autre part un autre truc que j'aime beaucoup et qui est encore présent mais qui était déjà là, qui est aussi la création d'une nouvelle mythologie. C'est-à-dire que George Miller, lui, travaille ça de façon plus, disons, on pourrait dire plus délicate, hein, mais c'est ça aussi, c'est le Road Warrior. Comment on essaye dans ce monde déliquescent qui est privé de tout, comment on essaye de créer un nouveau héros. Et il crée le Road Warrior de façon un peu plus, dans le 3, dans le Mad Max 3 notamment, de façon un peu plus appuyé peut-être, parfois peut-être un peu plus grossière, on peut peut-être se permettre de se le dire avec les enfants et tout, quoi. Ouais. Mais c'est ça en fait, c'est un des objectifs en fait du truc que les Italiens se posent. Ils se posent pas la question les post-apo italiens. Eux ils s'en foutent. Et voilà, mais je pense que ça c'est un des points d'accroche qu'ils ont, Kevin Costner et Kevin Reynolds, c'est en fait la création d'un héros en fait pour ce monde déliquescent. En l'occurrence d'un anti-héros. D'un anti-héros au début, mais qui devient héros. Et en l'occurrence Enfin, il finit quand même tout seul, quoi. Il finit, oui, bien sûr, évidemment, mais je vais revenir là-dessus. Et le Postman, qui sera le vrai film en fait qui va détruire la carrière de Kevin Costner, mais qui aussi pour le coup c'est intéressant moi j'aime beaucoup Postman aussi. Alors moi pour le coup je préfère largement Postman à Waterworld. C'est intéressant de comparer les deux parce que pour moi Postman, justement Postman qui est aussi un film que j'aime beaucoup, mais je trouve que Kevin Reynolds il manque à mort dans le film. Sûr, et tu sens qu'il a essayé de le singer sur plein de trucs et qu'il n'y arrive pas, qu'il sait pas faire. Kevin Costner c'est un bon réal sur certains trucs, mais pour le coup en réal il sait pas tout faire. Tu vois ce que tu lui dis sur son statut de star, moi je le retrouve sur la réal. Kevin Costner ne sait pas tout faire. Hein. Voilà, manifestement. Mais bon, et c'est la même chose aussi, c'est la création aussi d'une figure héroïque. Et donc dans ce Ulysse Cut, j'y arrive, tout ça est appuyé. C'était déjà là dans le film, moi je trouve. Par exemple, moi j'adore, il y a une scène que j'adore, c'est quand qui me rachète en fait les problèmes du troisième acte, qui sont réels, hein, c'est indéniable. Hein. Mais c'est la scène où Kevin Costner il part à l'assaut seul en fait de l'antre des méchants, du tanker en fait, et pendant qu'il le fait t'as la musique de James Newton Howard qui grimpe et t'as la gamine qui dans une attitude bravache, dans un fantasme enfantin, mais aussi dans une vraie croyance de tout ce qu'elle a pu voir au début, parce que en fait le personnage de la gamine, c'est la foi, elle incarne la foi en fait, c'est à la fois elle voit le Mariner et elle voit dans le Mariner un héros, et elle raconte en fait, mais c'est dans la version courte, oui c'est la version courte aussi hein, mais elle voit dans le Smoker en fait un sauveur en fait. C'est elle parce que c'est une gamine qui a une espèce d'innocence et tout, elle incarne ça quoi. Et elle leur raconte ce qu'elle aimerait que le Smoker soit et ce qu'il est en train de devenir à ce moment-là. Elle dit vous le verrez pas venir. Non, le Mariner, ouais. Vous le verrez pas venir. Il va tous vous niquer la gueule, etc. Et tout. Puis les Smokers ils en peuvent plus parce qu'au bout d'un moment le récit de la fiction, ils commencent à y croire parce qu'ils sont crédules, ils sont un peu cons quoi. C'est des consanguins. Enfin ils sont très clairement traités comme ça et tout quoi. Moi j'adore ça et cette construction en fait du héros mythologique est beaucoup plus appuyée donc dans le Ulysse Cut, qui s'appelle Ulysse Cut parce qu'en fait il y a un payoff. Alors je vous spoil énormément, donc arrêtez d'écouter ça tout de suite si vous n'avez pas vu ce montage là. Il y a une règle en fait qui est énoncée très très tôt en fait dans le début du film, qui est que à chaque fois qu'il y a deux habitants de Waterworld qui se croisent, ils doivent échanger quelque chose. Il doit y avoir un troc à un moment. Et à la fin du film, donc le Mariner a réussi à trouver Dryland, à les amener à bon port et tout. Mais lui, il n'appartient à aucun des mondes en fait. Il appartient au monde de la mer finalement, puisque encore une fois, c'est un mutant. Donc il peut pas rester là. Il se sent mal, etc. Et il repart en fait. Et juste avant de partir, il y a une scène qui a été coupée que moi j'aime beaucoup, qui est donc le personnage de John Tripperland qui lui dit écoute, moi je t'ai rien donné en fait finalement, je peux pas te donner mon amour en fait, on a essayé mais ça marche pas, donc je vais te donner quelque chose, je vais te donner un nom.
Et en fait, ce nom qu'elle lui donne, c'est le nom, c'est Ulysse en fait, et elle lui raconte ce vieux mythe antédiluvien de ce héros qui parcourt les mers en fait, qui est égaré, qui cherche éperdument son foyer, et qui en fait, en cherchant son foyer, affronte tous les antagonistes, tous les monstres, toutes les créatures en fait qui peuvent hanter les océans. Et t'as le marineur qui, juste avant de se barrer, c'est la dernière réplique, je crois, du film, lui dit non, c'est peut-être pas la dernière réplique, mais en tout cas qui lui dit ah, c'est un beau nom. Et il se barre comme ça. Et j'adore, en fait, c'est très touchant, et ça fonctionne super bien, quoi, cette séquence-là. Et c'est pareil, tu vois, je trouvais, j'aimais cette fin, en fait. J'aimais avoir ce culot. Alors peut-être que je m'en souviens mal de cette période-là, mais c'est vrai que dans les années 90, quand t'avais un blockbuster comme ça et tout, c'était rare que la fin se termine en demi-teinte. C'est-à-dire, c'était rare que, par exemple, je pense que c'est une des problématiques de Die Hard 3, si tu veux, c'est que... Ah, mais Die Hard 3, on sait ce qui s'est passé avec la fin exactement, aussi, hein. Mais je pense que s'ils leur ont imposé cette fin-là, c'est aussi parce que finalement, cette amitié qui s'était construite avec Samuel Jackson pendant tout le film, il fallait qu'elle soit là à la fin. Il fallait qu'elle soit maintenue aussi à la fin. Et c'est pas le seul problème, hein, Steph, hein, mais il fallait qu'elle soit aussi maintenue. Le vrai problème, c'est que Bruce Willis, en fait, comprenait pas pourquoi c'était pas lui qui tuait le méchant. Oui. En fait, apparemment, c'était ça le vrai problème. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'ils ont dû re-shooter la fin, qui était pas du tout... La fin, en fait, en gros, de Die Hard 3, basiquement, hein, c'était la fin du Dernier Samaritain, en fait. C'est-à-dire, les mecs partaient avec la valise, en fait, avec la bombe, tu vois. Et en fait, ils étaient persuadés que c'était une valise pleine d'or. Et en fait, si tu veux, ça, c'est la fin initiale. La fin initiale, en fait, la toute première qui était dans le scénar, hein. Et en gros, ça se terminait, c'était ironique, en fait. C'est-à-dire, l'avion explosait. Non, c'est-à-dire, c'était même pas que l'avion explosait, c'était que, en gros, comment il s'appelle, Simon ouvrait la valise. Et dans la valise, en fait, il disait, est-ce que quelqu'un, en fait, quand il se rendait compte, il disait, est-ce que quelqu'un a un gallon de 4, en fait, un truc de 4 gallons, tu vois. Et l'idée, c'était cut, réalisé par John McTiernan. En gros, c'était vraiment le gag, il n'y avait même pas l'explosion, quoi. Et c'était une fin ironique, en fait, si tu veux. Ça aurait été super. Voilà, je pense. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas d'explosion. Il n'y a pas de fin explosive, il n'y a rien, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de truc, et Bruce Willis ne tue pas le méchant. Donc en gros, le problème, c'est que d'un seul coup, ils se sont dit, ouais, mais il faut qu'il y ait un acte héroïque. C'est pas tant de relier forcément Samuel Jackson et Bruce Willis, je pense. C'était vraiment D'ailleurs, la première fin qui a été tournée, qu'on trouve sur le Blu-ray, hein, sur le DVD, c'était une fin où Bruce Willis était tout seul face à Simon. Oui, bien sûr. Voilà. Mais je pense qu'elle n'a pas convenu non plus, et qu'encore une fois, il fallait avoir cette finalité, comment dire, ultra positive. C'est-à-dire, le héros, il a la meuf, il a son copain, il a vaincu les méchants, etc., etc. Alors là, tu retrouves, mais je pense que ça vient aussi de Costner, hein, ça. Hein. Tu retrouves Shane, tu retrouves tu retrouves Lucky Luke, quoi. C'est le cowboy qui repart solitaire. J'étais heureux de voir ça, quoi. J'étais aussi très content. C'est la fin de Judge Dredd. C'est un film qui me rend heureux, moi. C'est la fin de Judge Dredd. Judge Dredd, il part tout seul sur sa moto. Ouais, mais bon, il reste un Mega City One. En plus, surtout qu'il y a rien de... C'est pas, pour le coup, c'est pas chargé émotionnellement. Et donc, il y a un autre truc peut-être dont on devrait parler aussi, Steph, parce que je pense que toi, t'as un petit problème aussi avec ça, qui est aussi, moi, un autre gros plaisir, et peut-être même le plaisir qui prime sur tout le reste, qui est un plaisir de mise en scène, en fait. Moi, j'aime beaucoup la façon dont le film est tourné. Et encore une fois, bon, j'en ai parlé sur la fluidité de Kevin Costner. On a parlé de la scène de l'atoll. Par exemple, de Kevin Reynolds, pardon. Mais non, de Kevin Costner sur son bateau, en fait. La façon qu'il a, la fluidité, en fait, qu'il a de se passer et tout. Et comme tu l'as dit, c'est pas un acteur physique, c'est pas Jackie Chan, quoi, Kevin Costner. Donc ça, c'est aussi un truc de mise en scène, c'est un truc de façon de découper et tout. Et par exemple, j'aime beaucoup la façon dont Kevin Reynolds ne sacrifie pas sa mise en scène au fait qu'il tourne sur l'eau. Par exemple, un des gros trucs, c'était, lui, il voulait des plans de grue. Il adore les plans de grue, Kevin Reynolds, et il en voulait à fond. Et par exemple, sur la scène de l'atoll, t'as un plan de grue avec des smokers qui se plantent, t'as la caméra qui passe au-dessus de la flotte, qui surmonte l'endroit où la cage, en fait, du marineur, elle est en train d'être absorbée par l'espèce de compost maléfique, là, dans lequel il est, et qui finit en gros plan, en fait, sur lui, qui est en train d'essayer de forcer la serrure, en fait, pour essayer de sauver sa couenne, quoi. Des
plans comme ça, putain, mais c'est tellement agréable. J'en vois, il y a pas beaucoup de films en fait qui sont filmés comme ça. Moi, si tu veux vraiment qu'on parle de ça, puis en fait, on va peut-être un peu boucler aussi à un moment donné, parce que ça va faire pratiquement 1 heure qu'on parle. Putain, je suis désolé. Non, mais en fait, on s'y attendait en fait, à ce que ça soit très long sur celui-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Moi, mon premier regret en fait sur Waterworld, mais d'entrée de jeu, quand le film a commencé, c'est que c'était pas en scope. Et en fait, le regret que j'avais vis-à-vis de ça, c'est que c'est vraiment une question d'horizontalité. C'est-à-dire que quand t'as l'océan à perte de vue, je pense que t'avais vraiment quelque chose qui pouvait se perdre en fait. Si tu vas vraiment tourner sur place, si tu vas vraiment tourner en condition, je me disais putain, mais c'est le meilleur film pour ça en fait. C'était ça. Il y a une raison très très concrète à ça. Mais probablement, mais en tout cas, je sais que pour moi, en fait, en tout cas, il y avait une déperdition à ce niveau-là. Je me disais vraiment putain, j'aurais aimé voir ça sur la largeur de l'écran, quoi. Et l'autre point en fait de la mise en scène, c'est que tout ce que tu m'avances, tout ce que tu me dis, très bien, tu vois. Moi, je dis pas le contraire, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que c'est saboté par le montage dans le film. C'est-à-dire que pour moi, il y a énormément de moments où tu sens en fait, si tu veux, le PG-13. Là, par exemple, ce moment dont tu parles quand tu en parlais, quand la gamine en fait vante comment dire, les exploits héroïques en fait du marineur, tu vois, et qu'elle le fictionnalise. Bah, tout ce passage-là, en fait, je trouve ça hyper mal monté dans la version sale, quoi. C'est-à-dire que, en gros, la radicalité du PG-13, en fait, elle perd complètement le truc. Je trouve que tu vois des passages, par exemple, là, je parle vraiment de l'action, hein, c'est-à-dire autant la scène de l'atoll, elle fonctionne vraiment bien, tu vois, même si j'arguerais que pour avoir vu, et je pense que toi aussi tu l'as vu, il me semble, le spectacle, comment dire, mais je sais que je suis pas d'accord avec ça. Voilà, mais moi je le trouve hyper impressionnant en vrai, quoi. Ouais, c'est vraiment vrai, hyper, comment dire, en vrai. Ouais, mais c'est dingue. C'est-à-dire que là tu te dis putain, ouais, parce que c'est les mêmes scènes en fait. C'est-à-dire ils refont littéralement l'attaque de l'atoll en plus condensé, mais ils te font quand même un truc de 10-15 minutes, hyper bien foutu. En continu, c'est-à-dire c'est sans enfin tu vois, c'est un spectacle, un crash d'avion et tout, voilà, t'as le crash d'avion, tu sens les flammes en fait quand t'es sur place et tout, et pour ceux qui ont la chance de voir ça ou qui peuvent peut-être aller aux États-Unis pour voir ça, en fait, enfin n'hésitez pas, en fait, ça vaut vraiment le coup, quoi. Et c'est vraiment spectaculaire, et du coup pour moi ça vend beaucoup plus presque les cascades qui ont été faites sur ce film, en fait, si tu veux, que le truc. Mais après c'est comment dire, c'est dur à comparer quand même. Bah, c'est dur à comparer. Après, mais en fait c'est pas ce que je veux dire, la comparaison je la fais pas évidemment vis-à-vis du cinéma, je la fais vis-à-vis de cet univers, de ce qu'ils ont repris exactement, pour le truc de le refaire de la même manière. Et cette scène elle fonctionne très bien, je trouve, dans le film, hein, la scène de l'attaque de l'atoll, mais c'est quasiment la seule qui reste presque intacte pour moi, en fait, en termes de scène d'action. Après le reste du film en soi, pour moi, c'est quand même largement en deçà, mais c'est quelque chose que tu peux pas vraiment lui en vouloir à Kevin Reynolds, encore une fois, là-dessus, que ce qu'il a fait sur ses autres films, en fait. Bon, Robin des Bois mis à part. Le truc juste sur le 1.85, parce que c'est intéressant, c'était... alors ça, pour le coup, je me souviens très bien de l'article dans American Cinematographer. C'est une question, en fait, qui se sont posées avec Dean Semler. Et en fait, la problématique, en fait, c'est la problématique du cadre et du vide. C'est-à-dire que le truc, c'est que le 2.35, c'est compliqué à habiller, c'est compliqué à charger, et surtout dans un univers comme ça. Et en fait, eux, ce qui les a dicté, ce qui les a conduits à ça, c'est en grande partie le catamaran, en fait, et les différents décors, mais surtout le catamaran et l'atoll, en fait, qui ils se sont dit non, mais ça, c'est des décors à filmer en 1.85. Et après, moi, je suis pas du tout aussi radical sur le 2.35. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a des films... même des formats plus carrés. Je veux dire, moi, La Chevauchée Fantastique, c'est un des films les plus impressionnants que j'ai vu, alors que ça appelle aussi l'horizontalité quand même. La Chevauchée Fantastique, c'est tourné à Monument Valley et tout. C'était encore une autre époque. Et c'est hyper impressionnant, quoi. Tu vois, une autre époque. Et je surtout, trouve, moi, ça me manque pas du tout. Ça m'a jamais manqué. Moi, je parle vraiment de ce film. Je suis pas. Je trouve que c'est plus dynamique, en fait. C'est ça qui lui va bien aussi. C'est-à-dire que il y a un côté plus. Après, c'est vraiment des appréciations subjectives, mais il y a un côté plus solennel, en fait, dans le 2.35 et la façon de découper le 2.35. Je trouve que le 1.85, tu peux être beaucoup plus direct dans ta face et tout. Je trouve, par exemple, que c'est pas un hasard si c'est des formats qu'aiment beaucoup des gens comme Del Toro ou Sam Raimi. C'est que tu découpes pas de la même façon. C'est moins, encore une fois, moins posé, moins machin et tout. Et je trouve que ça se sent et ça en bénéficie dans Waterworld. Après, ce que je voulais dire par rapport à ça, encore une fois, c'est là, je l'applique vraiment à Waterworld.
Waterworld, pas un autre film, hein. C'est-à-dire que pour moi, en fait, si tu veux, oui, ça aurait été effectivement, à mon avis, beaucoup plus difficile de tourner le film de cette manière-là. C'est pas une question de difficulté, parce que les difficultés, ils sont pas privées, quoi. Non, mais je veux dire, ça en aurait rajouté une, je pense, tu vois. Et le truc, si tu veux, c'est bah si, tu vois, pas une difficulté physique, hein, une difficulté de qu'est-ce que tu récupères en fait à la fin dans l'image, quoi. Et en gros, à mon avis, ça aurait pu plomber encore plus le film, c'est vrai. Mais en l'occurrence, moi, ça me manque sur celui-là. Et surtout, bah voilà, après, je te dis, c'est un film qui, pour moi, il est bourré de faux raccords. Ce film, il est bourré de problématiques en fait là-dedans. Donc c'est très difficile pour moi de juger. Et pour le coup, tu peux pas vraiment vouloir à Kevin Reynolds. C'est la fabrication du film qui a induit ça, quoi, tu vois. Mais disons que voilà, il y a ce sens épique qui est voulu, hein, et qui à mon sens est perdu, quoi. Sans le scope, quoi, tu vois. Mais voilà, après j'avais pas forcément envie de terminer sur cette note-là parce que je sais que voilà, c'est un film que t'apprécies énormément. Moi, par exemple, la musique, le problème que j'ai avec la musique, c'est qu'il y a ce thème héroïque qui, pour moi, est complètement porte-à-faux avec ce que le film raconte et ce que le personnage est. Tu vois, t'as tout un tas de trucs comme ça qui font que c'est très très enfantin et en même temps ça se veut très badass et en même temps en fait ça bouffe tellement à plein de trucs différents. Tu vois, il y a par exemple cette scène où il va pêcher là, et puis en fait il pêche un espèce de gros monstre géant, tu vois. Mais je sais que t'adores ça, je me doutais que t'adorais ça, mais la raison pour laquelle je ramène ça, c'est que t'as un truc comme ça dans le film et après il y a plus rien, tu vois. Et pour moi, en termes de construction d'univers, c'est un peu léger, quoi, ce genre de choses. Il devait y en avoir beaucoup plus et tout, mais ça fait partie des trucs où ils ont eu il devait y avoir des requins notamment, mais ils ont pas réussi à le faire. Et puis moi, ça me suffit en fait. C'est comme le Mariner, ça me suffit, comme la ville et tout, ça me suffit ces éléments-là, quoi. Et c'est des belles surprises et c'est des séquences que j'aime beaucoup. Mais je crois que j'ai beaucoup défendu le film puis qu'on a beaucoup débordé. Bon, en tout cas, je pense que les gens auront compris que toi t'aimes pas. Que moi, je vous incite à le voir et surtout à voir le Lee Scott si vous aimez le truc. En plus, chez Arrow, il y a un très beau documentaire. Tu as vu, j'ai l'impression, non, Steph, non? Non, moi j'ai pas le Arrow, mais j'ai le. Alors, parce que le Arrow, c'est quand même en anglais, faut le préciser pour les auditeurs qui parlent pas forcément anglais. En tout cas, si vous voulez voir la version normale, elle existe en 4K. La version du Lee Scott, elle existe pas en 4K parce que voilà, les sources ne permettent pas pour l'instant, mais en gros, c'est en 1080p et il existe en bonus, en fait, en gros, sur des éditions 4K, justement. Donc, en fait, si vous voulez vraiment voir le Lee Scott, c'est faisable, hein. En France, c'est abordable, quoi. Donc voilà. Quoi dire de plus? Finalement, c'est encore un de ces films de SF qui nous séparent, Julien. Tu vois non, mais j'en sais rien. Je sais pas. En fait, si tu veux, c'est que je pense qu'il y a, ça fait appel. C'est pas un film que je déteste, moi, en tout cas, mais c'est un film qui est problématique et il faut le dire. Pour moi, je serais peut-être essayer de terminer sur une note positive, c'est-à-dire que je reste sur ce truc de blockbuster. Finalement, moi, je trouve bien emballé, plein de promesses, plein d'idées passionnantes, avec des images que j'ai pas vues ailleurs. Et avec ce ton malpoli et irrévérencieux, extrêmement savoureux, quoi. Voilà, avec des choses qui détonnent, et voilà, et comme voilà, c'est tout. Est-ce que je l'ai bien défendu, Alain Mercier? Alain Mercier, il fait oui, mais je suis même pas sûr qu'il aime le film, en fait. Voilà, il me regarde en faisant mais bon, bah écoute, merci Julien. On verra ce que les gens en pensent. Ah bah je pense que les gens, ils ont... Tu sais, alors c'est peut-être préciser ce truc-là, on avait fait, parce qu'on a un peu tardé, mais on avait fait un petit sondage sur les réseaux sociaux. Et celui-là, il est arrivé en faveur, en fait, d'un épisode de Stéroïdes. Donc je pense que les gens seront très contents de l'écouter. Puis en plus, on a passé 1 heure à parler de ce film, quoi. Donc voilà, c'est assez fat, quoi. Donc merci Julien. Bah merci Stéphane. Merci Alain, merci à la technique, n'est-ce pas, qui nous écoute depuis 1 heure et qui est en train de suer sans EO là pour comment dire, s'occuper de mon chat qui est dans la pièce en même temps, quoi. Merci à nos auditeurs, hein, merci aux tipeurs qui nous soutiennent depuis maintenant 1 an. Pour nous soutenir, de toute façon c'est toujours la même adresse, hein, c'est tipeee.com, donc avec les 3 E. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux habituels, hein, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. On fait des vidéos aussi, les vidéos Stéroïdes, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour pouvoir venir voir notre contenu et surtout ne rien rater parce qu'on publie quand même assez régulièrement, alors pas forcément les vidéos, même si on essaye d'en avoir au moins une tous les mois maintenant à peu près, mais en tout cas tous les podcasts sont aussi sur YouTube, donc vous pouvez laisser vos petits commentaires là-dessus, me taper sur la gueule parce que j'aime pas votre film d'enfance, voilà, comme Waterworld, tu vois, mais comment dire, puis moi je vous retrouve la prochaine avec et Julien, je pense qu'on va parler d'un autre grand film, mais on dit pas ce que c'est en fait. Bon, ceci dit, on l'avait déjà teasé aussi dans le même non, dis pas, voilà, ça sera la surprise. dans le même sondage, quoi. Voilà, à la prochaine. Salut.